Et voilà, retour pour la REFNUM, la REF numérique installée ici sur le stand du MEDEF, au cœur de Viva Technologies. C'est le premier jour. Alors, ce sont des thématiques qu'on a largement abordées au cours des différentes campagnes politiques, présidentielles, législatives de ce début d'année. On a parlé de désertification, de désindustrialisation, de disparition des services publics de proximité. Alors quand les territoires perdent leur population, leurs médecins, eh bien, leurs entreprises, c'est tout le pays nécessairement qui souffre. Et si la tech, quelque part, avait sa solution à apporter? Bienvenue à vous. Bonjour Pascal Dumas. Bonjour. Pascal Dumas, coprésidente de la commission mutation technologique et impacts sociétaux du MEDEF. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. Président, cofondateur de Viabi, ce sont des solutions numériques aux déserts médicaux. Vous êtes implanté en Bretagne, vous êtes l'un des partenaires de cette REFNUM installée ici à Viva Technologies. On le rappelle d'un mot, Pascal, ce qu'est cette commission mutation technologique et impacts sociétaux du MEDEF. Eh bien, c'est une commission extrêmement importante et qui prend tout son sens dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on va poursuivre. Donc les mutations technologiques, c'est un observatoire qui nous permet d'identifier tous les grands axes de transformation que la société et les entreprises doivent mener. Évidemment, c'est corrélé avec l'ensemble des impacts sociétaux et sociaux. Impacts sociétaux, c'est tout ce qu'on entend parler autour de la transition énergétique, transition écologique. Et puis également, c'est tout l'aspect social associé à la transformation des compétences. Alors, vous avez sillonné les régions et clairement, vous avez remarqué donc des régions qui ont une vision très volontariste, une vision volontariste autour du numérique, une véritable dynamique autour de l'attractivité des territoires générée justement par ce numérique. Racontez-nous ce que vous avez observé. Alors déjà, ce que je trouve extrêmement intéressant et rassurant, c'est que lorsqu'on étudie en fait le plan de développement de ces régions, donc des 13 régions de France, quasiment toutes ont en fait une vision extrêmement volontariste sur le développement de leur région en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Toutes. Alors plus ou moins évidemment en fonction de l'importance, à la fois des pôles de compétitivité qu'elles ont déjà développés, mais c'est un axe majeur pour elles de développement. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les régions en fait qui ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est celles qui historiquement ont développé en fait un fameux triptyque entre l'éducation, la recherche et le monde de l'entreprise. Et alors, ça se traduit par quel développement, quels axes justement permettent cette attractivité grâce au numérique? Alors, les axes, c'est, comme je le disais, la recherche est un élément clé. Ouais. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers considèrent que la France est un des pays les plus attractifs. Il y a le baromètre Ernst & Young qui a été publié. Et en fait, la France a capté plus de 1200 projets, sur 2021, et ce qui rend en fait le pays numéro 1 devant ses principaux concurrents. Et un des points clés dans cette attractivité, c'est effectivement l'innovation, c'est le développement des compétences, c'est les infrastructures qui existent, et c'est une maturité de développement numérique au sein des entreprises, donc beaucoup plus que ce qu'on pense en fait quand on se regarde nous-mêmes. Les entreprises, mais la garantie de l'accès au haut débit, est-ce qu'elle est uniforme sur l'ensemble des territoires? On dit toujours oui, il y a des déserts numériques, etc. Est-ce que c'était avant ça ou est-ce que justement il y a de l'amélioration? Alors, comme l'a dit Christian à très juste titre, Christian Poyot, bien sûr, en introduction. Il y a des efforts considérables qui ont été réalisés et qui fait que la France, par rapport à d'autres pays, a quand même un niveau d'accès au haut débit qui est quand même un élément clé. Maintenant, il n'empêche que nous avons un territoire complexe, géographiquement parlant, et qu'il y a encore quelques zones blanches qu'il faut adresser. Et là, typiquement, les collectivités territoriales, ça fait partie de leur axe prioritaire en fait, de développement dans leur plan budgétaire, par exemple, de 2022. Quid de la formation des collaborateurs, des collaboratrices, évidemment autour du numérique? Alors la formation, là aussi, c'est pour eux stratégique parce que ces régions de France qui sont maintenant au niveau 13 régions en fait, observent un flux migratoire plutôt positif.
C'est vrai que la pandémie a sans doute aidé à ce flux migratoire. Il faut aussi conserver les talents dans les régions. Et les budgets qui sont consentis pour tout ce qui est en fait formation, orientation, reconversion professionnelle, économie autour de la formation, c'est des budgets colossaux. C'est vrai quand on regarde le budget Occitanie par exemple, qui est un des budgets importants, puisque c'est 6 millions d'habitants, c'est un budget de près de 3 milliards 800 millions, et bien quand vous associez les différentes rubriques que je viens de citer, c'est quasiment 25% de leur budget. Donc, les régions ont compris que l'accès à la formation, l'accès aux compétences, c'est un axe clé de développement, en fait, de leur économie. On vous sent plutôt enthousiaste sur ce que vous avez pu... Moi, je suis enthousiaste et passionnée parce qu'en plus de cela, l'autre point, c'est que les régions, de facto, s'inscrivent maintenant dans la mondialisation. Ouais. Et la question, c'est pas plus ou moins, mais c'est comment être intelligemment mondialisé pour développer un véritable levier économique, durable et éthique. Et c'est ce qu'attendent aussi les investisseurs étrangers quand ils viennent s'installer en France. Et quand on voit des régions aussi grosses, en effet, comme l'Occitanie que vous avez cité, ou on pourrait citer Nouvelle-Aquitaine aussi. Ouais. L'autre région qu'on peut citer, que je trouve extrêmement intéressante, c'est Grand Est. Ah oui, qui a réussi en fait en collaboration... Vous me faites plaisir, allez-y. Je me fais plaisir, ouais. Avec les voisins européens. Non mais c'est unique en son genre quand même. Ah, bien sûr. C'est une région de coopération transfrontalière. Avec la Sarre, avec le Luxembourg, la Rhénanie, la Wallonie. Bien et c'est quand même plus de 12 millions d'habitants. Et imaginez-vous que c'est un PIB de 415 milliards d'euros. Et 5 millions d'actifs. Donc ce modèle de coopération transfrontalière, là aussi, c'est de capitaliser en fait sur les axes forts, notamment dans les axes de réindustrialisation, parce que un des facteurs clés, ça va être la réhabilitation de certains sites industriels pour venir accueillir de nouvelles activités de supply chain ou de projets industriels. Bon, alors on a parlé du Grand Est, on a parlé de l'Occitanie, on a parlé de Nouvelle-Aquitaine. On ne va pas oublier la Bretagne, bien sûr. Ah non. Bah non, évidemment, bien sûr. Jean-Thomas, vous vous êtes installé à Saint-Malo, le département de l'Ille-et-Vilaine, vous êtes aussi à Station F. Viabiz, c'est une plateforme d'e-santé en entreprise. Racontez-nous, qu'est-ce que vous proposez? Absolument, donc Viabiz, c'est 35 000 professionnels de santé sur plusieurs verticales, de l'optique, de l'audition, de la sophrologie, de la nutrition, la santé mentale et même des infirmières libérales qui se déplacent directement au bureau. Ils se déplacent directement au bureau? Directement au bureau, ouais. Sur rendez-vous, afin de dispenser leurs soins. Donc le gros enjeu, c'est vraiment de lutter contre le renoncement aux soins des salariés. Et on répond aussi à une grande problématique qui est le désert médical. Parce que aujourd'hui, le problème des médecins et des professionnels de santé, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts à se sédentariser. Par contre, certains sont prêts à être en mobilité, à se déplacer ponctuellement dans des entreprises, dans des collectivités territoriales pour soigner. Voilà. Et donc, nous, on répond à cet enjeu. Alors, vous allez nous expliquer comment, justement, et comment le numérique bien apporte, quelque part, donc sa pierre à l'édifice. Combien de professionnels de santé, combien d'entreprises vous couvrez, vous, Viabiz? Alors, Viabiz, c'est une couverture nationale. Historiquement, le siège est basé à Saint-Malo et nous sommes aussi également à Station F. Notre ambition, c'est vraiment d'aller là où il y a du renoncement aux soins, là où il y a du désert médical. Donc c'est aussi des territoires oubliés, hein, cette fameuse diagonale qu'on parle du Grand Est qui descend vers le sud. Ce sont les zones industrielles, ce sont les zones artisanales, là où il y a de la négligence, du renoncement aux soins de fait, parce que quand vous êtes salarié, vous devez constamment arbitrer entre votre emploi du temps et celui du praticien. Et donc on s'est dit, plutôt que d'aller à la santé, et si la santé venait à vous, voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un objectif qu'on a sur les prochaines années de couvrir vraiment le territoire national. Et pour l'instant, c'est assez bien parti. En tout cas, c'est très bien accueilli. Alors, c'est quel type de professionnels de santé quels sont les professionnels de santé qui viennent? C'est quoi? C'est des ophtalmos, des dentistes? Ils ont quel matériel? Parce que j'imagine qu'ils ne peuvent pas se balader avec du matériel comme on peut trouver dans un cabinet de chirurgien dentaire ou je ne sais pas. Hein. Voilà. Alors, ce sont des praticiens qui se déplacent déjà en mobilité dans les maisons de retraite, oui. Dans les EHPAD, à domicile. Donc, ils sont déjà tous équipés en matériel mobile. Et donc, on va répondre plutôt aux problématiques du mal-voir avec des orthoptistes, des optométristes, des opticiens. Des problèmes d'audition, des audioprothésistes, des problématiques aussi également
liées au mal au dos, avec des ostéopathes, avec des kinés, et puis aussi des infirmières qui vont se déplacer. Et puis aujourd'hui, avec certaines infirmières qui montent en compétences, qui vont pouvoir assister des médecins sur la vaccination, pour pouvoir être des infirmières plus. Voilà. Oui, alors, votre rapport, vous, Viabiz, on est au cœur de la REFNUM, on est au cœur de Viva Technologies, vous êtes un des partenaires de cette REFNUM. Concrètement, le numérique, qu'est-ce qu'il apporte justement? Parce que là, vous nous avez parlé des professionnels de santé qui se déplacent d'une entreprise à une autre, très bien, comme ils se déplaceraient dans une maison de retraite, etc. Vous, concrètement, vous apportez quoi? Eh bien, nous, on facilite l'accès aux soins grâce à une plateforme. Et concrètement, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Donc, vous êtes un RH d'une entreprise. Vous avez au préalable eu un questionnaire santé totalement anonymisé auquel les salariés ont répondu avec des attentes qu'ils ont sur un mal-être, un mal au dos, un mal-voir, un mal-entendre. Et donc, en 3 clics, le RH va pouvoir créer des journées de santé directement sur la plateforme. Et cette journée de santé, elle est pushée auprès de notre réseau de 35 000 professionnels de santé. Et après, en l'espace de quelques instants, les agendas s'interconnectent et le salarié prend rendez-vous directement au bureau. Il gère son rendez-vous, il l'annule, il le reporte et il gagne énormément de temps. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Ça m'a un petit peu choqué. Les salariés renoncent à leur santé faute de professionnels, c'est ça? Alors, le renoncement aux soins des salariés, il est dû d'une part à une certaine négligence dans certains cas. Mais le plus difficile pour un salarié, c'est de ne pas décider de prendre rendez-vous, c'est de l'obtenir. Pouvoir prendre rendez-vous. Voilà. Et pour pouvoir l'obtenir, eh bien, il doit constamment, comme je disais, arbitrer entre son emploi du temps. Dans certains cas, il va pouvoir poser son après-midi, s'absenter, mais dans certaines industries, sur la production, on ne va pas pouvoir quitter son outil de production. Et donc, la seule solution, il faut que la santé vienne à eux. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça la difficulté. Et comment vous positionnez, Jean, par rapport à la médecine du travail officielle, quoi, obligatoire? Alors la médecine du travail, justement, on vient vraiment en complément parce qu'on va fournir les spécialistes. On va faire aussi de la prévention, bien sûr, mais on va surtout faire de la spécialiste avec de la curation. Parce que le médecin du travail est surtout là pour prévenir, orienter. Mais après, quid? Qu'est-ce qui se passe? Le salarié, il reste, je dirais, c'est lui qui va aller se soigner. Donc nous, on va vraiment aller en complément pour apporter les soins au bureau. Voilà. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez fait un bilan de ce que ça a apporté, Viabiz, justement, comme bien pour améliorer la santé des collaborateurs? Ce qu'on sait surtout, c'est que nous, on s'appuie sur un chiffre qui est extrêmement important, c'est le coût du mal-être. Aujourd'hui, ça coûte plus de 14 000 € par an par salarié pour les entreprises. Et donc, on sait que dedans, c'est dû à de l'absentéisme, c'est dû à des ruptures conventionnelles, c'est dû à un manque de performance. Et donc, aujourd'hui, oui, dans certains grands comptes, chez lesquels on a pu commencer à faire des premières journées de santé, eh bien, il y a déjà un réengagement des salariés dans certains cas. On a pu faire baisser l'absentéisme aussi dans certains cas, parce qu'on ne quitte plus son bureau, c'est la santé qui vient à vous. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est un vecteur d'attractivité, justement? Et on reviendra avec vous, Pascal, justement, sur cette notion d'attractivité de marque employeur, c'est-à-dire que quelque part, voilà, que les entreprises puissent dire, on a des systèmes numériques, et notamment en matière de santé, donc quelque part, venez chez nous, quoi. Oui, absolument. C'est vraiment un élément pour les RH, pour les entreprises, pour fidéliser leurs collaborateurs, les attirer. On est tous conscients de la tension qu'il y a aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, c'est un outil qui est évidemment tout à fait adapté. Ouais. Ouais. Pascal, c'est quelque part, le numérique, il permet de répondre à cette question, où est-ce que je veux vivre, où est-ce que je veux travailler? Et on l'a vu, il y a un exemple totalement concret, c'est le télétravail, depuis 2 ans, bien sûr. Ouais. Les gens qui se sont dit, on vivait dans des grands sites, dans des grandes agglomérations. On en a marre de Paris, on en a marre de... Voilà, on va aller vivre à la campagne, on va aller vivre dans des villes moyennes. Ouais, super. Mais moi, je veux vivre dans une ville moyenne si j'ai du haut débit, si quelque part, je peux me connecter facilement pour faire une conférence à distance avec ma boîte, etc. Et tout ça, évidemment, voilà, l'arbitrage, il se fait facilement maintenant. Ah oui, mais on s'en rend compte dans les grandes entreprises, notamment les entreprises de ce qu'on va appeler l'IT, qui sont déjà naturellement en fait dans une dynamique de télétravail de par le type de fonction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises doivent revoir en fait leur plan de recrutement et leur plan de mobilité
Parce que lorsque vous recrutez des jeunes ingénieurs ou qui ont déjà des familles avec enfants, dans des endroits qui sont des appartements extrêmement petits, et qu'ils ont, pendant 2 ans, ils sont allés travailler, exercer leurs fonctions avec succès dans des villes moyennes, pas forcément éloignées, mais qui ne sont pas non plus proches du lieu de travail initial, il faut que l'entreprise ait la flexibilité intellectuelle et aussi savoir encadrer, d'accepter en fait que les collaborateurs se dispersent sur le territoire national. Bon. Et quand on est une entreprise de l'IT, c'est vrai qu'on est peu crédible à expliquer pourquoi en fait c'est pas possible. Donc, et la gestion des talents, je pense que ça a été très bien dit par Jean-Thomas, c'est un axe clé de compétitivité. Là, il y a une guerre des talents en France. J'ai eu l'occasion dans notre réunion d'expliquer en fait le nombre de jobs à pourvoir dans le numérique. C'est 200 000 aujourd'hui et ça sera 300 000 de plus dans les 5 ans qui viennent. Donc en fait, la vraie problématique de la France, c'est avec le sous-emploi de compétences. Ouais, les compétences, attirer les compétences, les former, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de métiers qu'on ne connaît pas encore, évidemment, donc tout ça, évidemment. Qu'est-ce qui manque exactement? Vous vivez en région, vous êtes installé à Saint-Malo, aussi à Paris, à Station F. Jean-Thomas, vous êtes un des acteurs importants de ce numérique, notamment à la tête de Viabiz, hein, quelque part. Qu'est-ce qui manque à la France pour faire en sorte que la France soit encore plus attractive? Et Pascal a dépeint tout à l'heure un tableau qui était plutôt enthousiaste, optimiste. En tout cas, ce qu'on constate, et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, la France est une terre très attractive avec tous les investissements étrangers aujourd'hui, par sa géographie également aussi, avec ses territoires maritimes, son infrastructure routière, ses régions qui sont très dynamiques. Pour reparler de la Bretagne, que je connais bien, et c'est vrai que la Bretagne, c'est la terre des télécoms, hein, qui remonte à plus de 60 ans. Bien sûr. C'est très emblématique et c'est vraiment une terre d'innovation. Et on comprend pourquoi les régions ont vraiment beaucoup d'atouts aujourd'hui pour développer. Pascal? Je ne peux que abonder. Surtout sur la Bretagne, c'est une terre historique sur le numérique qui s'est développée vers la cybersécurité. C'est 80 000 emplois dans cette région, en croissance de quasiment 20%. Donc voilà, et les régions aujourd'hui connaissent cet engouement. Je n'ai pas cité la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, mais bon, si on regarde Grenoble, en fait, avec ce fameux triptyque recherche, éducation, entreprise, avec le CEA Tech qui porte un nombre en fait de start-up incroyables, un dynamisme formidable et qui aide également des plus grandes entreprises. Je pense à Soitec, je pense à ST Microélectronique. Et on va citer votre boîte que vous connaissez bien aussi, HP, voilà, donc que vous avez connu aussi. Que j'ai connu aussi. Voilà. Mais il faut comprendre que les régions ont la capacité à mobiliser des investissements étrangers colossaux. Les levées de fonds en fait sur des petites entreprises, on parlait de Grenoble à l'instant, c'est 530 millions d'euros de levées de fonds qui ont été réalisées en 2021 en croissance de 20% en un an. Donc le dynamisme, oui, il est là, l'attractivité est extrêmement forte et je pense que notre rôle, nous qui sommes des actifs et présents pour défendre les intérêts de la France, il faut qu'on le fasse savoir beaucoup plus et qu'on soit beaucoup plus optimiste sur le potentiel de notre pays. Les objectifs prioritaires à mener, à votre avis, Jean-Thomas, c'est quoi justement dans les régions? Qu'est-ce qui va faire qu'une région l'emporte sur une autre? On reste sur le numérique, bien sûr, on ne parle pas d'autoroute, de route, de train, de palais de justice, etc. C'est quoi? Je crois que chaque région a ses atouts, il faut qu'elle capitalise sur son existant. Pour reparler bien sûr de la Bretagne aujourd'hui c'est les télécoms, c'est l'informatique, c'est énormément de choses c'est une terre innovante avec toutes les technologies aussi autour de l'agro-fourniture, les maritimes, il y a énormément de choses. Le tourisme, il faut que chaque région reste sur ses métiers, sur ce qu'elle connaît bien et après qu'elle le fasse connaître, qu'elle le fasse savoir. Ouais. Vous sentez que parce que c'est toujours pareil, pour une entreprise, le là, il est donné, le mouvement, l'impulsion, elle est donnée par le président ou la présidente, peu importe, en tout cas la direction. Est-ce que vous avez l'impression que dans les régions françaises, les chefs de file, les hommes et les femmes qui dirigent ces régions, sont vraiment des pros du numérique et connaissent ça et ont vraiment intégré ça? Pascal, elle disait oui, les régions ont intégré ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, je dis la même chose. Les régions ont des formidables entreprises, des très très belles ETI qui sont
aujourd'hui très emblématiques et qui arrivent à tirer des talents. Et les responsables politiques, ils ont totalement intégré ça, ils connaissent le numérique. Ah ben, de toute façon, ils ne peuvent pas l'ignorer, c'est une obligation. Aujourd'hui, dans les régions, on voit que ce qui attire vraiment les talents, c'est parce qu'il y a des très belles entreprises, des très belles réussites et qui sont en demande de compétences, quoi. Les collectivités, elles sont vraiment au centre de l'aménagement numérique. Hein. Non, mais sans nul doute. Voilà. En fait, quand vous regardez le panorama, je ne connais pas un président, une présidente de région qui ne soit pas emparé personnellement du sujet et qui s'entoure en fait de gens extrêmement compétents pour valoriser en fait toutes les compétences et être innovant dans certaines approches. Et y compris leur capacité à s'investir personnellement pour installer des projets industriels en recherche de sites et d'être très créatif pour closer le deal. Qui est-ce qui a la main? C'est vraiment le responsable politique qui a, c'est vraiment, tout à l'heure on en parlait avec un responsable du BCG qui disait voilà, l'action publique, voilà, au cœur le politique a quelque part ça dans les mains justement pour donner impulsion. C'est pareil dans les régions. Ah oui, moi les présidents de région que j'ai eu l'occasion de côtoyer sont extrêmement investis, ils connaissent les projets par cœur, ils connaissent les projets qui sont en course. Ils font tout pour que ce soit eux qui les remportent et pas leurs voisins. Non, ils sont vraiment au fait du sujet. Vous sentez qu'il y a une compétition comme ça entre régions, justement, ah oui, y compris sur le terrain du numérique? Sur tous les terrains. Ouais, sur tous les terrains, ça on le sait, en matière de fiscalité, en matière d'infrastructure routière, mais également mais le numérique... en termes de projets industriels. Quels sont les atouts qu'ils doivent mettre en avant pour aller capter un projet industriel plutôt qu'une autre région, la rapidité d'exécution, les moyens qu'ils vont mettre en œuvre. Oui. Jean-Thomas? Oui, j'abonde totalement dans le sens de Pascal. Effectivement, les présidents de région sont extrêmement mobilisés. On voit bien chaque région veut toujours être celle qui sera le plus mise en avant et on le comprend. Oui, tout à fait. Vous voyagez tous et toutes, hein, évidemment, en dehors de France. Oui. C'est quoi les bons exemples de collectivités à l'étranger, les Länder allemands, les provinces espagnoles, provinces italiennes également? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a un petit peu donné des envies par rapport à la France? En fait, moi, honnêtement, j'ai effectivement beaucoup voyagé de par mes fonctions. J'ai trouvé de l'intérêt dans tous les pays dans lesquels je suis allée. Et à chaque fois, je me suis dit, la France a quand même des sacrés atouts, quoi. Vous avez l'impression que la France a le leadership en matière de développement numérique en Europe? J'étais récemment à Bruxelles qui géographiquement est très bien situé à 1 heure de Londres, d'Amsterdam, de Cologne, de Paris. Certes, mais la France reste quand même un pays qui reste emblématique sur l'innovation et puis surtout un certain nombre d'atouts qu'elle a aujourd'hui à mettre en avant, quoi. Bon, Gabi, c'est quoi? Encore une fois, il faut être factuel. Vous regardez le baromètre publié par Ernst & Young. Oui, bien sûr. Et vous voyez que la France est le pays le plus attractif avec 1222 projets devant UK, devant l'Allemagne. Donc les investisseurs étrangers sont des gens extrêmement pertinents. Quand ils investissent, c'est qu'ils veulent un retour sur investissement. Et donc ils sont audacieux, mais ils veulent un peu de sécurité. S'ils viennent investir en France, ils savent qu'ils auront le retour sur investissement. Bon, c'est quoi la suite de Viabiz maintenant? Les innovations à venir, les axes de développement, là vous êtes sur la santé, c'est quoi ensuite? L'objectif c'est de couvrir plus de verticales de santé, c'est d'ouvrir à la dermatologie, d'ouvrir à l'ophtalmologie, d'ouvrir à la médecine générale, voilà, c'est d'aller encore plus loin. Ce sont les attentes en tout cas des patients, aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités. Donc on a déjà un gros chantier. Et puis aussi une diversification à l'international, au Canada et en Belgique justement, où on y était récemment. Et quand on parlait d'aménagement des territoires et de lutte contre la désertification en tout genre, et notamment la désertification médicale, nécessairement le numérique. Alors vous envoyez des professionnels, donc des vrais professionnels, des ophtalmos, des dentistes dans les entreprises. Mais à terme aussi, ce qu'on peut voir, ça et là, et ça au-delà de Viabiz, ce sont des infirmières peut-être qui vont faire, peut-être non pas le diagnostic, mais qui vont faire les manipulations. Et tout ça va être envoyé à quelques centaines de kilomètres de là, dans un grand hôpital. Ça aussi, bravo au numérique.
Ah oui, bien sûr. Et puis ça, de toute façon, c'est dans le plan santé 2022, c'est faire monter en compétences, c'est faire de la délégation de tâches pour qu'on puisse justement résorber le manque de compétences. Et le numérique va l'aider aussi parce qu'on parle de plateforme de mise en relation, mais c'est aussi de la télémédecine, de la téléexpertise. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont assez je dirais, acceptées et connues par le grand public. Donc ce sont des axes de développement, oui. Ouais, ce sont des axes de développement. Encore une fois, bravo au numérique. Et bravo à vous, Jean-Thomas, donc président, cofondateur de Viabiz, l'un des partenaires de cette REFNUM. Merci à vous. Merci. Merci Pascal Dumas, coprésident de la commission mutation technologique. On applaudit, s'il vous plaît, Pascal et Jean, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, Tech éthique ou Tech en toc, hein, voilà. Non, restez là, je vais vous raccompagner dans un instant, Pascal. Enfin, une petite transition, bien sûr. Tous engagés vers une innovation responsable. Voilà, c'est le leitmotiv de cette REFNUM, ici, donc organisée par le MEDEF à Viva Technologies. Gros plan sur la sécurité, c'est dans un instant, on revient dans 1 minute. À tout de suite.